Bonjour et bienvenue au dernier épisode de ES ça roule, notre tournée des entreprises d'économie sociale dans les Basses-Laurentides. Et on termine notre saison en bougeant. D'ailleurs, toi, tu vas aller essayer, tester même le parcours de Jim X, la coopérative de solidarité à Saint-Jérôme. Et nous voici tout d'abord à quelques mètres du parc linéaire Le Petit Train du Nord. Bonne émission! Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Ça fait maintenant 8 ans que je travaille au Petit Train du Nord. Ça fait 33 ans que je demeure dans les Laurentides. J'utilise le Petit Train du Nord depuis que j'y suis, même avant quand c'était payant. J'ai vu l'évolution, même jeune. Alors, j'ai un attachement au Petit Train du Nord très, très fort. Ah oui, hein? Bien, ça fait quand même partie du paysage depuis longtemps aussi. Absolument. C'est tellement important pour l'ensemble de la population des Laurentides et des Basses-Laurentides. Comment est-ce que ça s'exprime, l'économie sociale, au Petit Train du Nord? Bien, on est un organisme à but non lucratif et un organisme de bienfaisance, dans le sens qu'on récolte des dons et on fait en sorte de pouvoir redistribuer aussi tous ces dons-là et ces subventions et les différentes sources de revenus qu'on a sur la piste pour les usagers, pour les utilisateurs et pour faire connaître ce merveilleux tronçon. Parlant de ça, justement, vous l'avez mentionné, auparavant, c'était payant. Maintenant, tout est pas mal gratuit, l'accès à la piste du moins. Donc, pour vous, commencez d'aller chercher des revenus autonomes? Bien, en fait, les revenus autonomes viennent particulièrement de la vente des systèmes promotionnels. Il y a tellement d'attachement au Petit Train du Nord que les gens viennent ici acheter à la gare de Prévost, à notre boutique. On a une boutique en ligne. On était cet été et on sera l'été prochain à la gare de Sainte-Agathe et on a différents points de vente un peu partout. Okay. L'attachement est fort et les gens nous aident beaucoup. Fait que donc, ça aide à financer notre patrouille, financer les différentes activités et les différents projets. On a une autre source de financement qui vient des événements. Réserver la piste un peu comme une location de site en quelque part, c'est de pouvoir faire la coordination des événements, que ce soit les marathons, que ce soit les courses ou même des levées de fonds. Les gens participent dans ces levées de fonds à cette infrastructure-là et ça, c'est vraiment très apprécié, ce partenariat d'exception qu'on a avec les promoteurs d'événements. C'est sûr, parce que les possibilités sont infinies. C'est ouvert pendant les 4 saisons, donc on peut faire à peu près n'importe quelle activité ici. Oui, exactement. En hiver, ce qui est formidable depuis quelques années, c'est le déneigement qui se fait de la part de la ville et des villes qui sont adjacentes au Petit Train du Nord pour pouvoir faire du transport actif, aller aux gares de banlieue et pouvoir aussi prendre l'air sécuritairement avec nos enfants, aller marcher, aller courir aussi. Donc, on retrouve la vocation d'antan, se rendre au train par le Petit Train du Nord. Exactement. Puis les trains de banlieue au sud sont vraiment à proximité du Petit Train du Nord. Alors, on peut y aller. Il y en a beaucoup qui y vont aussi en vélo d'hiver, en vélo. Et puis à pied, course à pied, des jeunes qui vont à l'école. C'est pourquoi qu'on essaie d'étirer les saisons avec un meilleur revêtement pour que les jeunes prennent l'habitude d'aller à l'école et au printemps et à l'automne. On en voit de plus en plus et même des sorties scolaires. Puis vous avez un 230 quelques kilomètres de sentiers, donc c'est sûr que ça traverse plusieurs municipalités et MRC. Comment vous faites pour rassembler tout ce monde-là autour d'un projet commun? Bien, c'est le beau défi de la Corporation du Petit Train du Nord, de notre équipe. Notre conseil d'administration est constitué des MRC, de DG et d'élus des MRC. Alors, eux, ils ont à cœur, le Petit Train du Nord, de s'impliquer à tenir cette infrastructure ensemble et de pouvoir avoir des projets communs de Bois-des-Filions à Mont-Laurier. Aussi, bien, ça permet de préserver cette infrastructure-là, de discuter des enjeux et aussi travailler à des projets et des subventions qui peuvent
être bénéfique pour le Petit Train du Nord. On est ici à Prévost, à la gare. On est en plein noyau villageois. Est-ce que vous avez déjà chiffré? C'est quoi l'impact du parc linéaire pour les communautés? Oui, justement, on vient de sortir une étude de retombées économiques faite par l'entreprise BC2 et qui nous chiffre selon nos passages. Il y a 1,5 million de passages sur le Petit Train du Nord. C'est énorme. C'est beaucoup. Mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est achalandé. Il y a des portions, justement, dans les cœurs villageois où il y a plus de monde, où on doit ralentir. Mais ça fait en sorte que le tronçon est tellement grand qu'on a vraiment une grande activité sur le parc. Pour tous ces gens-là qui viennent visiter le parc, bien, ça nous donne des retombées économiques hiver et été de 68 millions. Quand même. Alors, c'est énorme. Le prix des maisons remonte autour du Petit Train du Nord. Les commerces viennent s'installer sur le côté du Petit Train du Nord pour pouvoir bénéficier de cet achalandage-là et de ces gens qui sont aussi des gourmets, des épicuriens, des gens qui aiment la vie tout en aimant le sport, les activités de plein air. C'est un attrait pour les citoyens, c'est un attrait pour les visiteurs. Il y a des visiteurs qui viennent de partout dans le monde. On rencontre des gens de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Piémont, puis en même temps, on rencontre du monde de Prévost, de Mirabel, de Blainville. Et pour nous, c'est tous nos bons utilisateurs, avec des beaux sourires. Ben oui. Puis là, juste pour préparer les utilisateurs qui sont peut-être jamais venus ici, c'est à quel kilomètre qu'on peut voir le fantôme du curé Labelle? Ah, le fantôme du curé Labelle est partout. Oh. Oui. Nous, on le voit si on tourne la nuit parce qu'on se préoccupe d'un projet. Ouais. Je pense qu'il est là. Il est à tous les coins de rue, à toutes les gares. En fait, ce personnage-là, c'est un géant qui a créé le Petit Train du Nord, qui y a cru. Et c'est un visionnaire parce que son œuvre existe encore de façon différente, mais de façon aussi exceptionnelle. Merci beaucoup, Diane. Alors, je vais passer la parole à Geneviève, qui, elle, va s'entretenir avec vous un petit peu plus de mobilité durable et mobilité active. Excellent. Merci. Diane, le Petit Train du Nord a un slogan que j'adore, « Oser ralentir ». Qu'est-ce que ça veut dire? On a décidé d'utiliser ce merveilleux énoncé de marque qui est à toutes les traverses de rue écrit. Et c'est oser ralentir dans sa propre vie. L'activité du plein air, c'est ce qu'il faut se permettre. D'oser ralentir, pas toujours être dans performance, pas toujours être dans d'aller au point A, au point B le plus rapidement possible. Le Petit Train du Nord a tellement d'attraits, les gares, la forêt, la faune, la flore, les lacs, les rivières. Alors, osons ralentir pour les regarder, les sentir, mais aussi osons ralentir parce que c'est aussi une piste multifonctionnelle qui accueille des enfants, des personnes à mobilité réduite, des gens qui sont moins habiles sur les vélos et les cyclistes aguerris ou encore les vélos électriques ont parfois tendance à aller un peu trop vite. Alors, ça fait partie de notre code d'éthique. 22 km/h en général sur la piste, 10 km/h à l'arrivée des villes, des noyaux villageois. Alors, osons ralentir sur le Petit Train du Nord. C'est vrai que juste d'être ici, déjà, ça fait du bien. On sent qu'il y a une bonne énergie, que le projet aussi ratisse très large, a des impacts dans la communauté. On parlait de mobilité tout à l'heure, de mobilité durable notamment. Mais qu'est-ce que la mobilité active qui fait la signature du Petit Train du Nord? En fait, le transport actif permet de se déplacer du point A au point B pour nos loisirs, pour aller étudier, pour aller au travail. Et une infrastructure comme le Petit Train du Nord qui passe à travers des noyaux villageois, qui passe à travers des villes comme Saint-Jérôme, comme Sainte-Agathe, comme Mont-Laurier, comme Mirabel, ça permet de pouvoir aller travailler, université, cégep, hiver comme été. Moi, j'ai connu même des jeunes qui allaient en ski de fond de Val-David au cégep de Saint-Jérôme, des bons sportifs, oui, mais on a souvent vanté les villes nordiques en Finlande où on pouvait aller travailler, mais on a ça ici.
Diane, la gratuité a beaucoup impacté l'accès à la piste. L'arrivée du vélo électrique qui a démocratisé pour plusieurs personnes qui n'avaient peut-être pas nécessairement la forme d'être en vélo, de l'utiliser plus souvent. Est-ce qu'il y a différentes choses qui viennent impacter l'accès et la démocratisation de la piste? Vous l'avez nommé, la gratuité. Au fil des années, le Petit Train du Nord est devenu gratuit l'été, est devenu gratuit l'hiver. C'est au moment de la pandémie. Grâce aux villes et MRC qui ont décidé de donner ça à leurs citoyens, cet accès gratuit pour s'aérer, pour la santé physique et mentale. Ça a des impacts énormes sur l'ensemble des vies. Aller sur le Petit Train du Nord le soir après le travail ou avant, gratuitement. Et aussi, en effet, le vélo électrique a amené ça. Le Petit Train du Nord est une voie de 4 de dénivelé. Alors, c'est très peu. Par contre, nos Laurentides sont avec un très fort dénivelé. Alors, le vélo électrique a amené les gens à pouvoir se déplacer sur les axes est-ouest vers le Petit Train du Nord. Maintenant, de plus en plus, les villes développent des axes est-ouest qui se rendent à ce grand tronçon protégé qui est le Petit Train du Nord. Là, je pense que vous aviez envie de nous parler de vos bénévoles qui sont extrêmement importants pour l'organisation. Nos patrouilleurs bénévoles. En fait, on a un ensemble de 60 patrouilleurs année après année. On a une vingtaine de jeunes habituellement qui sont des projets Été Canada. Alors, c'est vraiment de l'initiation pour eux à partir de 16 ans jusqu'à 22 ans qu'on les a. Ils puissent évoluer, connaître du travail d'aide à la population. Mais on a une quarantaine de patrouilleurs qui sont là. Il y en a qui sont là depuis 15 ans et qui s'offrent. En tout et partout, ils ont fait cette année 56 000 kilomètres et près de 5 800 heures de bénévolat. Alors, c'est énorme. Ils se donnent à la population. Ils sont là pour les renseigner, soigner les petits bobos. S'ils ont des petits pépins mécaniques, ils sont là pour les aider. Alors, c'est vraiment une grande aide. Et puis, c'est aussi des sourires sur la piste. On les apprécie vraiment beaucoup. C'est apprécié de notre côté aussi. Ça fait beaucoup de bienfaits au compteur. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Et nous, comme il fait pas chaud, on s'en va bouger au Gymix. Suzanne, peux-tu me décrire ton implication, toi, au Gymix? Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, moi, je suis arrivée ici en 2008, à l'époque où c'était pas une coop. J'ai participé à la restructuration, tout rétablir les procédures, etc., parce que c'était plus ou moins... Il n'y avait pas vraiment d'administration comme telle. C'était les fondateurs qui faisaient de leur mieux pour essayer de gérer. Mais disons qu'il y avait beaucoup de boîtes avec des papiers non résolus. J'ai commencé par ça. J'ai travaillé ici vraiment sur le plancher, à faire pas mal l'administration. Puis tranquillement, pas vite, on a engagé d'autres mondes pour vraiment mettre de l'ordre et mettre des bonnes personnes aux bonnes places. Et puis maintenant, sur le CA, toi, c'est quoi tes fonctions? Bien, on a converti en 2019 cette entreprise en coopérative. Oui. Et depuis ce temps-là, j'ai oscillé entre présidente, directrice générale. Aujourd'hui, je suis présidente parce que j'ai des très bons employés et membres travailleurs impliqués sur place. OK. Puis qu'est-ce qui a motivé la transition d'entreprise privée à coopérative de solidarité? Bien, en fait, c'est qu'au fil des années, on se rendait compte que, tu sais, ici, c'est pour le plaisir de bouger, c'est avec les jeunes, les moins jeunes, les écoles. On a travaillé avec autant les autistes, beaucoup de jeunes avec des problèmes de TDAH. Ce qu'on faisait à chaque fois, ce qui n'est pas arrivé souvent, mais qu'on avait des surplus, c'est qu'on le réinvestissait tout le temps dans soit dans des nouveaux équipements ou des projets, justement, pour les TDAH, etc. Puis moi, ayant déjà fondé une coopérative avant, en 2011, j'ai rassemblé les propriétaires à l'époque, puis je leur ai expliqué qu'ils travaillaient vraiment comme si c'était une coop,
Ouais. Et donc, pourquoi pas le devenir, puisqu'on pourrait quand même avoir certains avantages en devenant une coopérative, mais non seulement une coop, mais un organisme à but non lucratif aussi. Puis cette transition-là, ça s'est pas fait en claquant des doigts? Ça a pris combien de temps d'organiser cette transition-là? Bien, je te dirais, grosso modo, quand même un peu moins d'une année, parce que c'est quelques meetings, expliquer les avantages, les inconvénients, etc. Puis que justement, on était quand même dans une période où on se demandait si ça pouvait continuer ou pas. Puis ça nous a permis justement d'avoir un peu plus d'aide sur tous nos projets qu'on avait en tête. Ben oui. Puis pour les employés, ça a été quoi l'impact de partir d'employé d'une entreprise versus membre travailleur? Bien, les impacts, il n'y en avait pas tant, ne serait-ce que c'est sûr que quand on est devenu coop, on a racheté, si tu veux, l'équipement aux propriétaires actuels qui, eux, avaient investi de leur poche depuis des années. Donc, c'est sûr que la coop est repartie avec des prêts, avec Investissement Québec, le risque, etc. Mais les propriétaires qui avaient mis des sous de leur poche pendant toutes ces années-là ont pu se faire rembourser un petit peu de tout ce qu'ils avaient mis. Puis ensuite, bien, ils ont pris un engagement de s'impliquer dans la coop pour 5 ans. Puis comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est difficile à vendre ou à faire comprendre un modèle coopératif versus un modèle d'entreprise privée qui est plus facile à comprendre, j'imagine? À partir du moment où ce que tu expliques, selon moi, ce qui est moins compliqué, c'est que je leur dis, c'est que là, vous investissez, tu sais, si tu décides de partir ton entreprise tout seul, ça va te coûter beaucoup de sous. Là, tu décides de t'impliquer dans une entreprise qui est déjà en chemin. C'est sûr que le montant, il est quand même significatif. Ici, on l'a fixé à 5 000 $. OK, quand même. Quand même. Mais en même temps, c'est qu'on veut vraiment des gens qui s'impliquent. Puis c'est quand même une grosse entreprise à faire rouler, là. Les frais sont quand même assez gros. Par contre, tu sais que tu travailles pour une entreprise, ça dépend tout le temps de tes valeurs. Ouais. Tu travailles pour une entreprise qui tient à sa mission, qui tient à ses valeurs, puis qui a le goût de faire des projets pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, si tu ne travailles pas en disant, ben moi, si je travaille fort puis je travaille bien, ben je vais enrichir une personne qui est le big boss en haut. Donc, c'est un travail d'équipe qui permet aussi à tout le monde d'en bénéficier en bout de ligne. Puis justement, parlant de valeurs, est-ce que ces valeurs-là ont évolué depuis 2002 à maintenant? Ça fait quand même 20 ans. Bien, je te dirais qu'ils sont restés pas mal les mêmes. C'est pour ça qu'on s'est dit, tant qu'à être comme ça, soyons une coop, travaillons au niveau de l'économie sociale, parce que c'est vraiment ça qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, le GMX à Saint-Jérôme, les gars, quand ils ont choisi de s'installer ici, les fondateurs, on leur a dit, va pas à Saint-Jérôme, c'est la place la plus pauvre, la plus qui a le plus de crimes. Puis les gars, la première réflexe qu'ils ont eu, ils ont dit, bon, ben c'est parfait, c'est là qu'on veut venir. Parce qu'ils sont partis de Sainte-Agathe, ils sont venus ici. Puis on se l'est déjà fait dire, on a fermé 2 semaines, puis les jeunes se remettent à traîner dans les rues. Ou, tu sais, autant au niveau de la police ou au niveau de la sécurité, ils nous le disent. C'est plus qu'un gym, il y a un répit ici. Là. Oui, il y a un répit, c'est un milieu non compétitif. Tu viens pour vider ton énergie, la dépenser autrement qu'en faisant des mauvais coups. Puis je veux dire, les jeunes, tant qu'à aller grimper sur le toit d'une maison, ils vont venir s'habituer à grimper ici. Ils vont apprendre à bien tomber puis à pas se faire mal. Bien, merci beaucoup, Suzanne. Alors, je crois que ma collègue Geneviève est prête pour faire le tour de vos installations. Donc, ça sera qui va prendre en main? Ça va être Gabriel Roberge, notre plus récent membre travailleur qui s'implique très dynamiquement dans la coopérative. Bon, bien parfait. Allons voir ça. Dis-moi, c'est quoi les différentes pratiques sportives qu'il y a ici? Parce que clairement, on regarde tout autour, les installations nous font poser plein de questions. Oui, c'est très non conventionnel. Fait que c'est du parcours qu'on appelle, principalement. On a un petit peu de bloc, on a de l'équilibre, fil de fer, du free run aussi qu'on appelle, donc qui est une pratique beaucoup plus acrobatique. En gros, c'est du mouvement urbain, donc c'est de bouger avec tout le corps, c'est beaucoup du poids du corps et de passer par-dessus des obstacles. Donc là, j'imagine que tu vas me montrer ça dans le feu de l'action. Ah, c'est clair, oui.
Excellent, je suis prête, on y va. Good. Là, pour l'instant, on va juste passer entre chaque poteau, une main en haut, une main en bas, puis on va passer les pieds dans le coin. Traverser comme ça, tout simplement. Puis on va faire ça à chaque bord. Excellent. Même chose avec les plus hauts, puis si jamais, tu peux déposer le pied. Wouh! Yeah! Drette ça! Ouais. Ah, excellent ça. On va aller fil de fer. Fait qu'il y a toujours le mur au cas où. Puis on traverse lentement. Ah, c'est bon, c'est les pieds C'est pas devant, en parce plus. que t'as écouté le film d'Allegria plusieurs fois que, que t'as pas besoin du mur, hein? Non, hein? C'est moins naturel qu'on pense. Feeling! Écoute, on va laisser de reculons pour le fun. Ouh là là! Moi, j'y vais de devant, là. Ah, c'est correct. On respire. Si jamais il y a de quoi, je suis là au cas où. OK. Attends. Oh! Ah, vas-y, comme tu le sens. Yeah, c'est bon ça. Yes! On va mettre les deux mains. Puis on va essayer de ne pas mettre de pied dessus le bloc. Fait que les mains vont aller d'un bord, les jambes vont aller de l'autre bord. Yeah! Pas pire, pas pire. Même principe, je mets un pied là, les mains, je passe par-dessus. On dirait que... C'est quoi cette histoire d'élan? Je suis là, je me prends Il y a de la l'élan. coordination aussi, ouais. Oh! Yeah! L'élégance même. Ouais! C'est bon ça. On garde le même principe, mais le pied va dessus. Le pied sur le dessus. Ouais, ça va t'aider à traverser. Tac. Yeah, yeah. Oui! C'est bon, ça. Une petite passe de bloc. Tout simplement, on essaie de pas toucher au sol. Ouais, c'est bon, ça. Fait que, parcours, on essaie de pas toucher à terre. C'est ça le but ultime. C'est bon? On va commencer avec un pied. On transfère. Tac. Oups. Yeah, yeah. Je Vas-y, me reste en calme, je me masse. calme. OK. On transfère de ça. Ouais, puis là... On va aller se mettre sur les avant-bras, puis le plus possible, d'aller mettre le pied. Le plus possible. C'est pas la fin du monde. Ouais, exactement. C'est ça. On essaie d'éviter de s'appuyer sur l'articulation souvent. Yes. On continue? Yeah. Oh, c'est haut pour moi? Ouais. Quand c'est haut, justement, tu peux aller dégrimper. Ça veut dire que tu te mets à l'envers, comme une échelle. Fait que là, tu viens de sauver une coupe de grandeur. Puis tu peux descendre lentement et en contrôle. Exactement ça. Naturel. Yes! Là, ça va être challengeant. OK. Hop. OK. OK. On y va. On grimpe le mur. Oh! Tu peux aller prendre la corde. Tu peux aller prendre les prises. Ouais. Ce que tu veux. Le but, c'est de forcer. Yeah, yeah. Ouais. Go, 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 go! Yeah! C'était bon, ça. Petite échelle. On descend. Tu peux aller mettre tes mains aussi, ouais. Il est en quadrupédie. C'est le même principe. On va descendre de dos. Beaucoup plus safe. Oh, grimpe! Hop! Yeah! C'est un bon dip, ça. C'est bon. Ouais, tu peux te tenir partout ou y aller exactement. On va sauter dessus lui.
OK. Dès qu'on atterrit, on va plier les jambes, donc on amortit pour pas qu'il y ait d'impact dans les genoux. On met une seule main, puis on va se tasser à côté. Il y a beaucoup d'étapes, ça va se faire quand même bien. On saute, on dépose, on se tasse. Une main, on drop. Drette ça. Hey, merci! Good. Ça fait plaisir? C'est bon? Bon, mais Gabrielle, je suis un peu essoufflée, mais j'ai le cœur content. Excellent. Est-ce que tu aurais un conseil ou un mot à transmettre aux gens qui hésitent un peu, qui se demandent si c'est pour eux le GMX? Ce que j'aimerais dire, c'est de ne pas se démotiver puis de ne pas être intimidé par la discipline en tant que telle. C'est vraiment d'y aller à sa progression, d'y aller lentement, puis de juste rester actif. C'est de juste bouger. On n'est pas obligé de faire des gros sauts, des grosses choses, juste de bouger, rester actif. C'est le plus important, je trouve. Je suis absolument d'accord avec toi. Merci pour tout, puis Ça fait on se dit plaisir. à bientôt. Yes! Voilà qui conclut dans le feu de l'action notre dernier épisode de la saison. Alexandre, Geneviève. tu avais un message du fond du cœur que tu avais envie de livrer à notre public. Absolument. Mais tout d'abord, merci de nous avoir suivis dans nos visites. Ce sont 12 entreprises d'économie sociale qu'on vous a présentées, mais il y en a environ 500 sur le territoire des Laurentides qui couvrent tous les domaines d'activité. Donc, j'espère qu'on vous a donné le goût d'en savoir davantage et peut-être, pourquoi pas, de vous y impliquer. Et merci également à toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont démontré toute la diversité des visages de l'économie sociale.